Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes sur Ziana TV, la chaîne de la diaspora, l'entretien du jour. Aujourd'hui, mon invité, c'est une personnalité qui s'occupe et qui est en charge d'une association Jeunesse en Action. Jeunesse en Action, créée en 2015, veut aujourd'hui rendre public en fait ces différentes actions. Nous allons donc recevoir sur ce plateau Monsieur Herman Boumakani, qui est juriste de formation, secrétaire général donc, de cette association et surtout membre de la conférence des jeunes de la région Centre. Il est chargé du développement web du candidat Alain Juppé, donc pour le parti Les Républicains. Herman Boumakani, bonjour. Bonjour Monsieur Makosso. Merci d'avoir accepté cet entretien. Herman Boumakani, on entend Jeunesse en Action, alors on se dit, il n'y a pas d'association, de structure qui s'appellerait Jeunesse Inactive. Jeunesse en Action, vous apportez quoi? Quelle est la spécificité de votre association? La spécificité de notre association, Monsieur Makosso, c'est l'action, juste comme le dit notre nom. Effectivement, nous avons débuté nos travaux en 2015, en partenariat avec certains collègues. Nous sommes aujourd'hui une trentaine et nous nous sommes rassemblés autour des idées nouvelles que nous portons aujourd'hui avec d'autres amis de d'autres bords qui sont les Républicains. Que nous avons émis un certain nombre de propositions sur certaines choses africaines et européennes notamment. Alors, Herman Boumakani, quand on parle de Jeunesse en Action, vous conviendrez qu'il y a un regard particulier vers la jeunesse. Vous parlez de la jeunesse africaine, on sait quand même qu'aujourd'hui elle est dans une situation assez difficile quand on voit ceux qui échouent en fait dans l'Atlantique ou encore ce qu'on voit à Lampedusa. Aujourd'hui déjà, d'une manière globale, quel est le regard qui est le vôtre sur cette jeunesse africaine qui semble perdue aujourd'hui? Justement, nous voulons donner de l'espoir à cette jeunesse qui s'échoue dans les mers des continents. Nous avons justement créé cette association juste aussi pour mettre un bémol sur le social. Et en mettant le bémol sur le social, nous avons énuméré un certain nombre de dispositions qui permettaient, à travers le fonctionnement que nous entreprenons avec les pouvoirs publics, d'apporter des solutions. Et nous l'avons fait ici même en France avec le candidat à l'époque Nicolas Sarkozy, qui était candidat à la présidence de son parti. Et nous continuons à le faire aujourd'hui dans le cadre de nos structures avec le candidat Alain Juppé. Donc avec un regard tourné vers le Congo particulièrement. Tout à fait, nous n'oublions pas nos racines, nous n'oublions pas d'où nous venons et nous avons toujours cette fibre patriotique qui nous anime. On va avec vous, Herman Boumakani, parler un peu en fait de l'état social aujourd'hui de la jeunesse africaine, congolaise en particulier, sur trois volets. Un volet éducation déjà. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez, par exemple, si on prend les jeunes congolais, qu'ils ont l'essentiel pour avoir une éducation qu'on dirait normale? Non, ça serait une vision hémiplégique de parler d'une éducation normale aujourd'hui. Des efforts ont été entrepris, oui, mais il faut le dire que notre système éducatif a pris du plomb dans l'aile. Et aujourd'hui, il faut entreprendre un certain nombre de choses. Et nous, avec notre association, nous proposons ces choses-là. Nous estimons que la jeunesse aujourd'hui est quelque chose d'important, qu'elle contribue aujourd'hui l'éducation au développement des nations prospères, à favoriser le capital humain. Et justement, à travers la justice sociale, nous ne concevons pas comment l'éducation peut être reléguée au second rang, alors que l'éducation aujourd'hui permet aussi de s'émanciper de certains jougs, comme les inégalités sociales et autres. Alors vous parlez d'inégalités sociales, vous avez suivi au Congo il y a à peine 2 ans, on a eu le bac qui a été annulé. Aujourd'hui, certains estiment que l'éducation congolaise va très mal, les jeunes Congolais ont du mal à s'en sortir. Déjà sur cette politique en fait d'éducation au Congo, quel regard portez-vous? Est-ce qu'il y a des améliorations? Sans doute, mais vous, en tant que jeunesse en action, qu'est-ce que vous avez concrètement en fait à proposer dans ce sens-là? Il y a certainement des améliorations, il faut le dire. Mais il faut aussi le dire, c'est que le chiffre que vous évoquez est un chiffre alarmant. Il s'agirait de 8%.
8 à 10%, je crois. 10%, oui, tout à fait. Au baccalauréat. C'est criard comme chiffre. Et nous considérons aujourd'hui que l'éducation est quelque chose d'important et que justement c'est dans le cadre de la justice sociale, dans le cadre de l'équité sociale, que nous apportons des solutions, comme par exemple favoriser l'accès éducatif à toutes les couches sociales sans distinction. Nous apportons aussi des solutions en mettant en exergue l'aspect du numérique. Nous apportons aussi des solutions justement en proposant un programme plus adapté, une pédagogie plus juste et justement une revalorisation du capital humain dans l'enseignement. Ce serait quoi la réforme emblématique aujourd'hui pour l'éducation économique? Ce serait quoi exactement qui ferait en sorte que les choses aillent pour le mieux? Il faudrait déjà revoir le système et la réforme scolaire en tant que telle. Il faut une forte réforme scolaire. En parlant d'une forte réforme scolaire, il faudrait avant tout que les pouvoirs publics, que l'action publique s'active, bien que nous n'en disconvenons pas que des moyens ont été mis en œuvre pour cela, mais l'action publique doit s'activer davantage pour favoriser justement cette justice sociale en apportant des propositions justes, en améliorant par exemple la masse salariale, en améliorant une pédagogie juste, en améliorant une éducation qui favorisera justement le bien-être social de nos concitoyens. Et pour ce faire, pour favoriser ce bien-être social de nos concitoyens, nous estimons que revoir la grille pédagogique en mettant par exemple des enseignements qui sont les nôtres, en mettant le service public en place, en mettant, pourquoi pas, les langues vernaculaires dans notre système éducatif, si ça peut rebooster notre système éducatif. À ce moment-là, vous parlez d'une action publique forte. Or, vous le savez comme nous que Denis Sassou Nguesso a quasiment donné 2 années de l'éducation au Congo, injectant des milliards de CFA. Et le résultat aujourd'hui, il est un peu difficile à évaluer et à quantifier. Est-ce que vous pensez là aussi que l'action publique a échoué? A-t-il échoué dans ce programme lié à l'éducation nationale, 2 ans, pour injecter de l'argent frais, des milliards de CFA, pour que la réforme et surtout que l'éducation reprenne en fait du poil de la bête, comme on dirait? Oui, vous savez, les pays africains ont décidé depuis longtemps de mettre beaucoup d'argent, d'investir énormément dans l'éducation. Ce fut le cas pour notre pays il y a 2 ans. Cette politique-là s'est faite depuis les années 70-80 avec justement des politiques structurelles d'allègement de la dette avec la Banque mondiale et le FMI. Mais ces politiques-là ont montré des effets dans certains États. Et chez nous, on peut remarquer qu'il y a des évolutions, mais des évolutions qui sont encore timides. Des évolutions qui sont encore timides. Nous ne disons pas que les choses n'ont pas été faites. Les choses ont été faites, mais le résultat escompté n'est pas là. Il faut peut-être pas réinvestir davantage. On peut peut-être avoir un budget limité, mais avoir une technique, une programmation plus juste pour que l'éducation, justement, pour que l'éducation reprenne du poil de la bête, pour reprendre votre expression. Alors, vous parlez d'éducation. Quand on parle d'éducation, ceux qui vont à l'école espèrent après trouver un emploi. Or, l'emploi, si on dit que l'argent est le nerf de la guerre, mais l'emploi est le nerf, en fait, pour les jeunes Congolais qui aujourd'hui se retrouvent quasiment. Vous avez des générations entières qui n'arrivent pas à accéder au monde de l'emploi. Aujourd'hui, Jeunesse en Action, je suppose, et je pense que ça fait partie des préoccupations qui sont les vôtres. Est-ce que la situation sociale, la situation économique globale sur le plan, je dirais, de la planète, s'il faut le prendre ainsi, favoriserait en fait cet accès à l'emploi aujourd'hui quand on prend la crise pétrolière conjuguée
à la situation sociale et politique du Congo, on voit aussi tout ce qu'il y a aujourd'hui comme, je dirais, licenciement. Oui, bon, c'est une crise qui touche pas mal de pays, pas que le nôtre. Et aujourd'hui, cette crise a des effets dévastateurs, malheureusement. Et en fonction de cette crise, nous constatons justement qu'il y a des licenciements. Ce que nous proposons à travers notre structure au pouvoir public, c'est des moyens, des méthodes pour redynamiser justement, parce qu'il s'agit de la jeunesse qui est touchée dans la plupart des entreprises, pour redynamiser cette jeunesse à travers des structures d'accompagnement, afin que ceux qui viennent d'être licenciés, qu'il y ait des structures d'accompagnement afin qu'ils peuvent d'emblée retrouver le chemin de la voie active, c'est-à-dire le chemin de l'emploi. Concrètement, ça se ferait comment, Herman Boumakani? Concrètement, ça se ferait par exemple, imaginez que vous soyez licencié aujourd'hui, vous vous retrouvez sans boulot, sans rien. Eh bien, nous proposons au pouvoir public, à l'État, de créer une structure qui ne va pas concurrencer l'ONEMO, mais une structure qui va être là pour accompagner justement les licenciements qui sont faits afin de prévoir aux structures compétentes étatiques pour que celles-ci prennent la mesure d'accompagner justement ces gens-là dans le monde actif, dans le monde de l'emploi. Donc, ce qui signifie qu'aujourd'hui, en fait, il y a carence d'une politique non seulement de résorption du chômage, mais aussi d'accompagnement pour ceux qui arrivent, en fait, à perdre leur emploi. Ah oui, évidemment, il y a carence. Je peux même dire qu'il y a une carence parfois même des pouvoirs publics. Nous estimons aussi que là, l'initiative privée aussi peut être la bienvenue. Le plein emploi, vous rêvez? Il faut être optimiste. Alors, par rapport à cet optimisme, Herman Boumakani, les jeunes peu qualifiés, eux, je pense qu'ils sont quasiment désespérés quand on voit que la main-d'œuvre devient de plus en plus qualifiée. Est-ce que là aussi, à Jeunesse en Action, vous avez des pistes à proposer ou à explorer? Oui, nous avons des pistes à proposer. Justement, nous avons conceptualisé quelque chose que nous avons appelé le Learn First. Il s'agit justement de regarder, toujours avec les pouvoirs publics, comment, dans les États qui sont les nôtres, nous pouvons mettre en place la méritocratie. Parce qu'aujourd'hui, la méritocratie est délaissée. Et l'enseignant qui représentait le courage, qui représentait l'honnêteté, qui représentait l'excellence, aujourd'hui, cet enseignant-là est rebattu en brèche au détriment justement d'une jeunesse qui perd ses repères, d'une jeunesse peu qualifiée, mais être peu qualifié, ce n'est pas un leurre. On peut toujours accompagner ces peu qualifiés-là vers des formations qualifiantes, afin qu'ils puissent aussi jouer une part importante dans la société. Parce qu'on l'oublie parfois, mais la jeunesse constitue une part importante de notre croissance. Et ne pas s'occuper de la jeunesse aujourd'hui, justement sur ce point des peu qualifiés, ça serait perdre aujourd'hui une part de notre croissance, et perdre aujourd'hui une part de notre croissance, c'est un manque à gagner pour l'État. Et nous ne le concevons pas. Aujourd'hui, on constate au Congo, quand vous écoutez les différentes autorités, notamment le ministre en charge de la formation professionnelle, qu'il y a une carence ou quelque chose qui est assez bizarre, c'est qu'on a des gens qui sont formés, mais qui ne correspondent pas en fait au marché de l'emploi, c'est-à-dire les emplois qui sont pourvus ne correspondent pas aux gens qui sont là par rapport à leur formation initiale. Est-ce que là aussi, vous pensiez qu'il faut adapter et comment? C'est tout simplement un problème d'orientation. Je crois que les structures habilitées orientent mal ceux-là qui devraient être dans les postes ou dans les formations qui leur sont dues. Il faut en amont, à travers ces structures que nous avons évoquées, aussi voir quelle est la formation. Moi, je ne conçois pas qu'un juriste aujourd'hui, bien qu'il peut être compétent, bien qu'il peut être autodidacte ou quoi,
se retrouvent dans le monde économique. Et c'est justement à travers ces structures-là que les pouvoirs publics doivent mettre en place une bonne orientation qui accompagneront ces jeunes vers le monde actif. Aller dans le monde actif, aujourd'hui, on voit ces jeunes qui se forment, qui cherchent un emploi, qui n'en trouvent pas, mais qui sont très engagés. Depuis quelques années, on constate au niveau des pays africains que les différents moments chauds, les alternances politiques sont menés par des jeunes. On l'a vu au Burkina Faso, on l'a vu au Congo durant la campagne dernière où des milliers de jeunes se sont mobilisés pour accompagner leurs candidats. Est-ce que vous pensez que l'engagement citoyen, aujourd'hui notamment des jeunes, est essentiel pour les structurer ou encore peut-être pour conjurer le sort lié par exemple à certaines absences sur le plan social ou encore sur le plan de l'emploi? Oui, si c'est un engagement réfléchi et qu'elle est structurée, pourquoi pas. Il s'agit d'une part de la population qui exprime parfois son désarroi ou parfois à défaut d'un désarroi, sa satisfaction sur un certain nombre de choses. Et cette jeunesse-là, il faut l'écouter. Son engagement est à prendre en ligne de mire, mais il n'est pas qu'à prendre en ligne de mire cet engagement. Il faut aussi comprendre pourquoi ces jeunes s'engagent. Est-ce qu'ils s'engagent parce qu'il y a un problème social criard, ou est-ce qu'ils s'engagent parce qu'il faut s'engager, parce qu'on a cette fibre patriotique, parce qu'on aime notre pays, parce qu'on décide d'apporter notre soutien à tel ou tel candidat, ou quoi que ce soit? Alors, on peut peut-être tout voir, mais on constate quand même que les jeunes, pour certains, une bonne partie qui s'engagent, surtout sur le plan politique, c'est soit d'attendre un macaron, ou soit de compenser en fait la perte des bénéfices sur le plan social, trouver dans la politique quasiment une panacée à la misère et tout ce qui s'ensuit. Alors, ça serait une sorte de politique intéressée. Certainement, oui, on peut le voir sous cet angle-là. Nous ne combattons cela. Nous combattons justement cette façon de faire la politique qui est une façon révolue. On ne peut pas aujourd'hui parler des questions nationales, des questions qui lient la population d'un pays en mettant en exergue son profit personnel. Non. Les aînés le montrent bien, hein, je pense, hein, quand on voit sur différents pays. Ah oui. On ne peut pas accuser les jeunes que d'avoir cet intérêt vers le gain particulier, mais on voit bien ceux qui sont à la tête de ces États et même dans certaines administrations, on profite d'abord pour eux-mêmes avant de penser à l'intérêt général. Et tout à fait, c'est une mauvaise manière de faire. L'idéal serait de penser au bien commun, ce serait de penser à la population. Et justement, ils devraient être là dans leur engagement pour justement apporter des solutions idoines pour la société et non pour soi-même. C'est une erreur que les aînés ont fait, que nous ne concevons pas, heureusement d'ailleurs, et que nous combattrons toujours. Nous estimons qu'aujourd'hui, qu'il faut s'engager pour le bien-être national. Il ne faut pas s'engager pour quelques profits, pour quelques macarons, comme vous dites. Voilà. Armand Bouakani, qu'est-ce que vous diriez des relations intergénérationnelles finalement? Parce qu'on voit quand même cette expression revenir de plus en plus pour demander aux jeunes d'être plus proches, de respecter les plus vieux, tout en sachant que les vieux eux-mêmes ne sont pas aussi exemplaires qu'on puisse le penser. Quelle est votre approche en fait de cette notion intergénérationnelle? Ça devrait être une relation, pour reprendre l'expression de Madame Royale, une relation gagnant-gagnant. Une relation gagnant-gagnant, pourquoi je le dis? Parce qu'aujourd'hui, les vieux, entre guillemets, ne peuvent pas composer sans cette jeunesse qui constitue quand même plus de 70% de notre population. Elle a des choses à dire, elle a des aspirations. Et l'avenir de notre pays se construira aussi avec cette jeunesse. C'est aux jeunes d'accompagner les vieux et c'est aux vieux de ne pas continuer à infantiliser cette jeunesse qui parmi elles a certainement des gars brillants, des gars compétents et des gars qui pensent au bonheur de leur pays, à l'affection qu'ils portent pour leur pays, à l'honnêteté intellectuelle et morale, à la probité qui n'est pas toujours le fort des Congolais.
Le Congo aujourd'hui se prépare, Emmanuel Balakani, à un dialogue. Alors, aujourd'hui, on voit quand même s'agiter, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans la sphère politique congolaise, des hommes d'un certain âge, des jeunes parfois prennent position pour un dialogue. Quelle pourrait être sa contribution finalement pour apaiser le climat politique dans lequel le Congo est plongé aujourd'hui? Quelle pourrait être la contribution de la jeunesse? Ce n'est jamais méchant de s'asseoir pour discuter. D'ailleurs, dans nos sociétés africaines, c'est même très recommandé s'asseoir. Mais souvent on s'assoit plusieurs fois, parfois pour revenir s'asseoir et éternellement rester assis. Ça veut dire que nous n'avons pas débattu des vraies choses quand nous nous sommes assis. Nous n'avons pas débattu des sujets essentiels. Je crois qu'il faudrait mettre sur la table des sujets essentiels. Il faudrait débattre d'un certain nombre de choses, même des choses qui blessent parfois, pour que nous puissions tirer les vieux démons qui plongent toujours notre pays dans l'abîme. La contribution de la jeunesse aujourd'hui serait de contribuer, certes, d'aller à ce dialogue, mais aller à ce dialogue apporter quelque chose de nouveau. Aller à ce dialogue avec la permission des aînés ou bien s'imposer? Oh, il n'y a pas à s'imposer, ils peuvent travailler de concert. Ils peuvent aller de concert. Je pense qu'ils devraient même cheminer ensemble. Les sociétés évoluent, on le voit ici en France, vous militez chez les Républicains, vous voyez comment la société dans laquelle nous sommes ici avance, notamment sur les questions de parité. Alors au Congo, il y a une loi qui demande en fait aux partis politiques d'avoir lors des élections au moins 30% de femmes dans leur liste. Nous avons entendu Clément Mwamba annoncer il y a quelques jours que le Congo va peut-être prendre une loi sur la parité. Je vais revenir sur les questions de parité parce qu'aujourd'hui, quand on voit des jeunes comme vous engagés Jeunesse en Action, on se dit quand même que c'est quelque chose de vous préoccuper. Est-ce que vous pensez que cela est essentiel pour retrouver l'équilibre en fait dans les sociétés qui sont les nôtres? Même si on a vu, les gens l'ont loué et nous on trouve un peu bizarre au Congo qu'il y ait 8 ministres femmes au gouvernement, cela ait fait l'objet en soi d'un discours, alors que dans d'autres cieux, sur les 38 ministres, on aurait eu autant de femmes que d'hommes. Oui, c'est un élan qu'il faut saluer, mais qu'il faut aussi encourager, mais on ne devrait pas s'asseoir sur nos lauriers. Moi, je veux dire que je conçois mal que la femme soit vue que sur le prisme de son sexe. Oui, 30%, c'est quelque chose, c'est bien 30%, mais ça dépendrait des 30%, comment est composé ces 30%-là. Le Premier ministre a eu la bonne idée de mettre 30% dans une loi sur la parité. Mais aujourd'hui, que vaut la parité si dans un certain nombre d'administrations, dans un certain nombre de structures, dans un certain nombre d'entreprises, les femmes compétentes, les femmes brillantes, qui sont parfois plus brillantes que les hommes, ne sont pas mises en avant, soit par leur propre fait, soit par le fait des hommes qui parfois marginalisent ces femmes-là, qui ont quelque chose aussi à porter pour notre pays et qui peuvent donner de l'élan dans la construction de notre pays. 8%, 30% c'est bien, mais 30% ce n'est pas suffisant. Nous, on pense qu'il faut qu'il y ait une équité sociale, et par cette équité sociale-là, il faut que, quel que soit le poste de direction, que la femme compétente soit prise, pas parce que c'est une femme, mais parce qu'elle a le mérite d'y être. Quelle est la situation de la parité chez Jeunesse en Action? Elle est là, la situation de la parité. Nous sommes dans le bureau, dans la représentation, oui, peut-être que vous allez prêcher un exemple déjà. Je vais vous faire quelque chose, ça va peut-être vous étonner. Allez-y. Nous avons opté pour cette parité-là et nous concevons les choses comme ce que l'a fait M. Hollande. Alors, si vous me permettez, vous êtes chez les Républicains, mais vous avez cité Ségolène Royal, vous citez François Hollande, ça signifie quand même plus à gauche, on a plus d'inspiration qu'à droite. Hein. Non, pas du tout. C'est juste qu'il faut dire que les choses, quand ça va bien à gauche, oui. La gauche n'est pas en soi un mal. Si la gauche réussit dans quelque chose, il faut dire que M. Hollande a réussi dans ceci, que Mme Royal a réussi dans cela.
nous nous revendiquons de droite, nous assumons nos choix, mais nous acceptons les choix de M. Hollande quand ils vont pour l'intérêt général de ce pays-là. Donc sur la question de parité, vous lui donnez raison. Ah oui, totalement. Sur les questions d'actualité liées au Congo, aujourd'hui, comment déjà, globalement, vous percevez en fait la situation actuelle? Bon, ce n'est pas un scoop. Notre pays aujourd'hui vit une situation plus ou moins difficile, liée aux questions économiques, liées aux situations politiques, dont nous espérons que très rapidement, que la sagesse qui anime les uns pourra justement primer sur les intérêts personnels et sur les revanches des uns envers les autres. Il faut que les Congolais s'asseyent, il faut que les Congolais discutent pour que nous trouvons une brèche pour sortir de cela et que notre pays retrouve le fil conducteur de ses idées, de sa construction. Retrouver le fil conducteur quand vous avez des leaders politiques embastillés, quand vous en avez d'autres arrêtés, quand vous constatez dans des familles des arrestations arbitraires, quand vous constatez aussi qu'on ne peut pas s'exprimer librement, comment voulez-vous que les choses se fassent telles que vous le souhaitiez? Il faut dégraisser le mammouth, comme disait le président Chirac. Ce serait qui le mammouth alors dans ce cas-là? Il faut dégraisser. Non, on ne va pas incriminer X ou Y. Je pense qu'il faut apaiser la situation. Les arrestations, oui, je ne sais pas si elles sont arbitraires. Encore si elles le sont, j'ose espérer que le droit sera dit dans notre pays. Et si le droit n'est pas dit dans notre pays, ça serait vraiment dommage. Ça serait vraiment dommage que des gens soient embastillés pour des causes politiques. Si le droit est dit, tant mieux. Mais nous suivons avec beaucoup d'attention la situation chez nous au Congo et nous espérons juste qu'on trouvera cette brèche de sortie. Une situation suivie d'une manière particulière par le KDRC, c'est celle qui concerne le général Jean-Marie Michel Mokoko. Vous l'avez suivi durant la campagne, vous voyez cette situation aujourd'hui, vous en pensez quoi directement? Jean-Marie Michel Mokoko était candidat à l'élection présidentielle. Nous avons appris comme vous qu'il a été arrêté à la suite d'une audition. Nous regardons les faits et nous pensons que si les choses qui lui sont reprochées sont vraies, sont justes, nous pouvons quand même mettre un brin de confiance dans notre justice. Et si les choses qui lui sont reprochées ne sont pas justes, nous estimons qu'il faut apaiser et qu'il faut dialoguer, qu'il faut être serein pour que les choses aillent mieux. La lecture qui est la vôtre aujourd'hui de cette situation congolaise ici dans la diaspora, avec les différentes tensions, vous avez vu que l'ambassade du Congo a fait l'objet d'un incendie criminel. Comment l'avez-vous ressenti ou vécu? Ça dépend de quel sens on prend cet incendie-là. Si c'est un acte politique, vous parlez d'incident criminel. Incendie criminel, après les termes officiels. Incendie criminel. Incendie criminel. Oui, incendie criminel, ça veut dire que c'est quelque chose qui a été prémédité, il y a eu un commencement d'exécution et que vraisemblablement les auteurs sont connus ou seront connus à la suite d'une enquête préliminaire. Oui, l'acte en soi est un acte d'incivisme, nous ne le concevons pas. Après, il y a d'autres manières de revendiquer, il y a d'autres manières de discuter, il y a d'autres manières de faire valoir son point de vue. Mais l'acte en soi est un acte incivique, ça peut être caractéristique d'un ras-le-bol, ça peut être caractéristique d'un désarroi, ça peut être caractéristique de plusieurs choses. Mais ce n'est pas la bonne façon de faire. Est-ce que vous percevez cette exaspération au sein, notamment des jeunes issus de la diaspora, qui se constituent en groupe de pression, parfois de manière violente envers des personnalités congolaises ou encore envers les institutions? Oui, si on se met de leur côté, ils le font certainement parce que
ils estiment que la situation est ce qu'elle est, qu'ils ont des choses à revendiquer, c'est leur droit. Mais nous, ce que nous préconiserons toujours, c'est le combat d'idées et pas le combat des coups de poing. Ou des actes inciviques, de brûler une voiture, de brûler l'ambassade, ou de brûler quoi que ce soit. Non. Nous concevons que entre Congolais, on peut s'asseoir, on peut discuter. Et il y a d'autres solutions. Il y a des solutions diplomatiques, il y a des solutions plus prospères qui permettent justement de faire valoir sa voix, son idée, et non de se constituer en... Visiblement, Herman Boumakani, on constate un divorce qui est de fait entre le pays d'origine, le Congo, et sa diaspora, notamment celle qui est à Paris. Est-ce que vous, qui êtes préoccupé par ces questions de lien, de fil à mettre les hommes et les femmes en relation, c'est quelque chose que vous vivez, que vous voyez? Est-ce que vous avez des pistes pour arriver peut-être à apaiser les cœurs, puisqu'il faut parler ainsi, du côté de Brazzaville et en bord de Seine? Oui, le divorce est là, il est consommé. Il date des années, il n'est pas tout récent. Il date des années, oui, mais les pouvoirs publics devraient ne pas justement divorcer avec une partie de son pays. Imaginez-vous un père qui rejette son enfant parce que son père a fait une erreur, parce que son fils a fait une erreur, pardon. Non, on peut toujours discuter avec son enfant, on peut lui dire que voilà, tu as fait ceci, ce n'est pas la bonne voie, tu aurais dû faire ceci, et là on peut trouver des solutions pour que son comportement change. Mais que de là que ce divorce soit consommé et qu'une nation rejette une partie, entre guillemets, de sa population, non. On peut proposer, par exemple, il y a un ministre en charge de la diaspora qui devrait justement faire ce travail-là, de rencontrer ses concitoyens, de comprendre pourquoi on est dans cette situation, dans ce carcan, et de trouver des solutions pour que la situation soit apaisée, pour que les Congolais, dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine politique, dans le domaine économique, puissent rentrer chez eux, puissent apporter quelque chose, une pierre à l'édifice, sur le plan économique, sur le plan social et sur un certain nombre de choses. Herman Boumakani, je ne vous apprendrai pas que le Congo est un pays manichéen. Donc on vous dit que les choses sont aussi simples et tranchées. Soit vous êtes avec le pouvoir, ou vous êtes contre le pouvoir. Ici en France, vous êtes attaché à la droite, donc avec les Républicains. Le Congolais qui vous demande, mais ces jeunes-là qui parlent, on ne le voit pas trop, on n'arrive pas trop à le situer. Est-ce qu'il est pour le pouvoir ou il est à l'opposition? Aujourd'hui, comment se situe à l'échelon du Congo, Jeunesse en Action? Nous ne parlons pas sous le prisme de pouvoir-opposition, nous sommes avant tout républicains et nous continuons sur cette voie de favoriser les valeurs de notre République. Quand ça ne va pas, nous le disons, quand ça va, nous le dirons aussi certainement, mais nous ne nous opposons pas pour s'opposer et nous applaudissons pas pour applaudir. Et nous mettons en œuvre et nous mettons à profit d'abord la République, avant tout. Mettre à profit la République, quelle est déjà aujourd'hui finalement, puisque cette République aujourd'hui est quasiment en état, je dirais pas de guerre, mais au moins une guerre des nerfs, une guerre psychologique. Quelle est votre perception de l'opposition congolaise, Herman Boumakani? Est-ce qu'elle fait son job, déjà, tout simplement? C'est une opposition qui arrive tant soit peu à se structurer. C'est une opposition qui est parfois hétéroclite, comme d'ailleurs la configuration politique du Congo l'est. Est-ce qu'elle s'oppose sur une base idéologique ou elle s'oppose sur la manière d'agir du pouvoir? Oui, c'est une opposition qui se configure, qui se structure. Il faut lui laisser le temps de se structurer. On verra ce que ça donnera. Celui qui a eu le temps de se structurer, c'est la majorité présidentielle. Aujourd'hui, déjà aussi, est-ce que vous pensez, durant les 32 ans de Denis Sassou Nguesso et la majorité qui l'a accompagné, il a pu faire le job pour lequel certains aujourd'hui contestent concrètement ses résultats?
on conteste à tort ou à raison. Évidemment, il y a des choses qui peuvent être contestées. Beaucoup peut-être peuvent être contestées. Par exemple. La situation sociale, par exemple. La situation sociale peut être contestée. Mais on peut aussi reconnaître qu'il y a, bien que ce ne soit pas très visible, mais il y a des choses qui ont été faites quand même par le pouvoir. Souvent, on évoque Maya à l'aéroport, on est passé de Niapou là. On va se dire que ça n'a pas été fait dans le temps qu'il fallait pour que ce soit fait, mais il y a des choses qui ont été faites, mais il y a des choses aussi que nous appelons les pouvoirs publics à agir sur le plan social. Les Congolais attendent beaucoup des pouvoirs publics sur le plan social. Voilà pourquoi nous parlons de justice sociale, d'équité sociale. Et si les pouvoirs publics pouvaient agir sur le plan social, s'ils pouvaient agir sur un certain nombre de choses, oui, il y a des choses qui pourraient être regardées sous un autre angle, certainement. Donc, travail est à faire, à refaire et continuer à faire. Oh, je ne dirais pas que, je ne dirais pas que. Peut-être pendant cette trilogie, mais enfin, il y a, je vous vois des choses venir. à faire. Le travail à faire, Oui. vous allez peut-être me dire que le travail ne peut pas s'arrêter. Ah non, mais c'était pas ma première intention, Oui, Herman Makani. Certainement. Si on a l'amour de notre pays, le travail ne devrait pas s'arrêter. Après, ça dépend de quel travail on parle. Est-ce que c'est 2-3 constructions des bitumes? Est-ce que c'est un travail dont les solutions, dont les retombées sont visibles? Oui, nous sommes partisans du travail, nous sommes partisans de la République, nous sommes partisans de son effort. Mais cette conception du travail ne peut pas s'arrêter. Enfin, c'est pas mon expression, c'est pas sorti. Encore faudrait qu'il s'arrête parfois pour qu'on puisse souffler de temps en temps, qu'on puisse se reposer. Et oui, il y a des choses à faire, il y a des choses qu'il faut peut-être pas refaire, mais il y a des choses qu'il faut améliorer. Et le pays attend beaucoup de ces hommes politiques, des autorités, peu importe de quel bord qu'ils soient, mais qui puissent quand même penser nation avant tout, penser Congo. Alors, nous allons penser Congo avec vous, si vous me permettez. Vous voulez me donner la langue de votre choix dans laquelle j'aimerais que vous disiez quelque chose, en fait, aux milliers d'hommes et de femmes qui nous regardent, qu'ils soient à Mungundu Nord, à Tikapika ou encore à Kakamoika ou à Boukli-Boali, qui se disent, tiens, nous avons des enfants qui sont en Europe et qui ont aujourd'hui une préoccupation pour le pays, qui peuvent aujourd'hui dire quelque chose, même si le français ne leur est pas accessible. Quelle est la langue de votre choix? Nous allons mettre à profit le Lingala puisque c'est une langue nationale. Voilà, on va mettre à profit le Lingala. Herman Makani, il y a milieu lelo awana poto. Vous allez na kati ya association ya Bengi Jeunesse en Action. Bino bozo sala awana poto. Mboka kuna bazomona bino ndenge ozoloba. Nini wana ezali na yo mpona oloba na bilenge ya Congo, bazala na Brazzaville, bazala na Ouando, epai wapi na Congo mobimba, mpona bayeba te biso bayina biso boyo toyi na poto motema ezali kaka na mboka, et en même temps na basolution mpona kosunga bango, notamment bilenge oyo bazomona biso. Bon, tolingi toloba na bandeko na biso kuna na Brazzaville, na Congo, que biso na Congo mobimba, que biso tobosani mboka te, biso tolingi ekolo na biso, et que tozobunda makasi mpona ekolo na biso ekende liboso. Tozokanisa bango, tozokanisa pe que baautorité kuna bakosala makasi mpona ekolo ekende liboso, et que situation na bango est comme bien, kimia eza bien, mais kimia eza suffisante pour na ekolo na biso. Il faut que Congolais yemoko asala makasi pour na bunda pour na ekolo na ye. Etumba wana ezali etumba monene, bilenge bato bazomema etumba wana. Est-ce que les deux bazali na makasi? Puisque nous avons une situation sociale, mosala ezate, l'école ya malonga pe ezate, mikakatano mingi na pona bilenge.
Aza bandeko, bon, soki bandeko basali mabe, photo loba bandeko, bon, ben, tala moto, bon, osali mabe, bon, biso tokanisi que boye nzela te, bon, faut ça la bongo, parce que biso toza contenté, ben, si bato yango, ba raisonnaka, ba yokaka peuple na bango, ben, bakosala makasi pona ekolo na biso ekoma liboso. Voilà, banamoka boyoki mongongo yango epe kalingala biso ya bana poto ezali pe matata boye, mais enfin l'essentiel est que boyoki. Herman Boumakani, merci. Merci, monsieur Makosso. Voilà, mesdames, messieurs, vous avez suivi un entretien spécial avec Herman Boumakani, donc qui est chargé, en fait, vous me disiez déjà, Herman Boumakani, donc tout ce qui est lié, en fait, au développement web, hein, d'Alain Juppé, et en même temps, vous assurez le secrétaire général de Jeunesse en Action, vous êtes juriste, et aujourd'hui, donc vous accompagnez par le biais de votre projet la jeunesse congolaise et surtout par le biais de votre association Jeunesse en Action. Merci à vous d'avoir suivi l'entretien du jour avec notre invité Herman Boumakani. Merci à Noko Kumunga Kosso pour les images. Merci à vous aussi, hein, de plus en plus nombreux à suivre Ziana TV. Portez-vous bien et à la prochaine fois. Au revoir.